Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vulgarisation dont l'objectif est de simplifier certaines notions technologiques et scientifiques et les rendre à la portée de tout le monde. Si vous avez suivi les 3 parties vidéo de ma précédente série Objets connectés de A à Z, vous avez compris que la fabrication d'une carte à circuit imprimé ou Printed Circuit Board facilitera énormément la création de notre objet connecté. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment concevoir et imprimer notre carte PCB pour l'objet connecté que nous avons largement détaillé dans la série précédente. On va passer de ça à ça. Je vous dévoilerai aussi le lien vers le code informatique cité dans la première série vidéo que vous étiez nombreux à me le demander. Pour rappel, ce code transforme n'importe quelle carte ESP8266 version 01 en un vrai objet connecté. Enfin, je vous présenterai une démonstration de mini-box que j'ai créée pour interagir avec différents capteurs et actionneurs et appliquer des algorithmes avancés dans le contexte d'une maison ou un espace connecté et intelligent. Restez avec moi. Tout d'abord, je voudrais vous remercier car vous étiez nombreux à suivre ma précédente série vidéo de vulgarisation Objets connectés de A à Z, malgré que cette chaîne YouTube venait d'être activée depuis très peu. Sans tarder, commençons par le premier point de cette vidéo, qui est la fabrication de cartes à circuit imprimées Printed Circuit Board pour notre objet connecté. On va fabriquer une carte à circuit imprimé professionnelle pour réduire notre modèle et faciliter la création en masse de ce type d'objet. On va reprendre notre circuit détaillé dans ma précédente série vidéo intitulée Objets connectés de A à Z. Allez sur le site easyeda.com. Utilisez la dernière version de Chrome ou de Firefox car certains navigateurs web ne sont pas compatibles avec l'éditeur EasyEda. En cliquant sur Register, vous pouvez créer un compte nécessaire à la conception et à la fabrication de votre carte à circuit imprimé ou PCB. Si vous avez un compte, vous pouvez vous connecter en cliquant sur le lien Login. Pour créer une carte de zéro, cliquez sur New Project. On va lui donner comme nom Fabriquer PCB IoT. Et un petit descriptif qui nous rappellera du contenu du projet. On coche la case Private pour que l'accès au projet soit réservé à nous. On clique sur Create Project pour créer notre projet. Pour concevoir notre schéma électronique, on clique sur New Schematic. Ceci va nous ouvrir un éditeur où on va placer nos composants. À ce stade, je vous recommande de créer aussi et dès maintenant une nouvelle PCB en cliquant sur New PCB. Ceci va associer la carte imprimée à notre nouveau projet et facilitera sa mise à jour si on modifie le schéma. Cela va nous ouvrir cet éditeur. Il y a déjà plein de composants à gauche. Et une petite mention pour tourner un objet placé ou sélectionné avec la barre d'espace ou la lettre R. Maintenant qu'on le sait, on peut la fermer. Notons qu'un CTRL ou commande et S permet de sauver notre travail à tout moment. Pour défiler horizontalement dans l'éditeur, avec la souris, appuyez sans relâcher sur la touche Shift et utilisez votre molette de défilement ou Scroll Wheel. Pour se déplacer verticalement dans l'éditeur avec la souris, appuyez sans relâcher sur la touche CTRL ou sur macOS la touche commande et utilisez votre molette de défilement. Sans les touches Shift ou CTRL,
votre molette de défilement va servir à zoomer ou dézoomer l'éditeur. Aussi, et c'est le plus facile, on peut maintenir le bouton droit enfoncé et déplacer la souris pour déplacer le circuit. On va adopter la manière suivante pour ajouter nos composants sur la carte. On clique sur Libraries pour rechercher un composant. On va commencer par chercher un composant pour notre ESP8266 version 01. On tape alors ESP01 puis Entrée. On clique sur le composant qui nous intéresse. Le premier, il a l'air pas mal. À droite, on voit sa forme et ses connectiques. Ça correspond bien à ce qu'on cherche. On clique maintenant sur le bouton Place. On remarque que le composant va suivre les mouvements de la souris. On clique à l'endroit qu'on veut, puis sur la touche Escape ou un clic droit. On va le tourner. Pour le faire, comme dit précédemment, on tape la lettre R ou la touche Espace. Pour notre transformateur 220 volts vers du 3.3 volts, on va utiliser le composant HLK PM03 que j'ai cité dans ma précédente série vidéo. De la même manière, Libraries pour rechercher un composant et on tape HLK PM03, puis Entrée, puis le bouton Place et puis on clique et puis sur la touche Escape. On a besoin d'un relais à état solide. On va prendre un petit, cité également dans ma précédente série vidéo. Un G3MB 202P qui supportera jusqu'à 2 A en sortie avec un courant continu en entrée de 5 volts. Ne vous inquiétez pas, dès qu'on va lui faire passer un petit courant même du 3.3 volts, il va réagir. De la même manière, Libraries pour rechercher un composant, puis le bouton Place. Nommez-le SSR G3MB 202P. Puis tournez 2 fois avec la barre d'espace ou la lettre R, puis un clic, puis on appuie sur la touche Escape. Comme on l'a vu dans ma série vidéo, on a besoin aussi d'un condensateur qui va agir comme un conteneur de réserve d'énergie électrique pour la charge. Rappelez-vous, dans ma série vidéo, ça nous a résolu le problème du bruit particulier du transformateur. On va donc chercher le condensateur polarisé utilisé, à savoir un condensateur de 1000 microfarad et 25 volts. De la même manière, Libraries pour rechercher un composant. On tape capacitor 1000 microfarad 25 volts, puis Entrée. Notons ici qu'on a plusieurs choix sous l'onglet LCSC, qui est un distributeur, et l'onglet User Contributed. Le premier choix de LCSC a l'air pas mal. Vérifions quand même les dimensions par rapport aux dimensions de notre condensateur qui a un diamètre de 10 mm et un pas de 5 mm. On clique sur la ligne de notre choix, puis à droite on clique sur l'icône du composant pour l'ouvrir dans l'éditeur. Une fois ouvert, on peut sélectionner le cercle et voir à droite le radius, c'est-à-dire le rayon qui est de 5 mm à peu près, donc un diamètre de 10 mm. Donc c'est bon. Pour vérifier le pas, on peut utiliser l'icône de mesure et on clique sur le premier trou, puis sur le deuxième. Le pas est donc de 5 mm, donc c'est bon aussi. On ferme la fenêtre d'édition graphique. On revient vers notre composant, puis le bouton Place. Une petite amélioration à notre circuit est l'ajout d'un petit transistor de N42A, bipolaire NPN, en version boîtier plastique, c'est-à-dire TO92, car il existe aussi en version métallique, TO18. En gros, avec les transistors NPN, si on met du courant sur le collecteur et sur la base, l'émetteur sort du courant. Si on alimente le collecteur, mais pas la base, on n'a pas de courant en sortie. Dans notre cas, s'il y a une tension appliquée à la base du transistor par la broche GPU 02, même une tension infime,
on a du courant qui passe. L'émetteur émet la tension du collecteur. De la même manière, Libraries, pour rechercher un composant, on tape 2N42A, puis Entrée. Le premier choix sous l'onglet LCSC a l'air pas mal. Attention, le pas, c'est-à-dire la distance entre les deux trous, est très courte. On verra tout à l'heure comment la changer. On a besoin des vis de montage PCB ou PCB Mount Screw Terminal Block. Pour avoir un qui correspond au produit eBay, vous pouvez aller à Libraries et taper dans la barre de recherche de EasyEDA 2 pôles 5 mm PCB Terminal Block sous l'onglet User Contributed. Quand on passe la souris sur le dernier choix de la liste, on voit bien que c'est du 5 mm et 2 positions. On choisit ce dernier composant et on appuie sur le bouton Place, puis clic, puis Escape. On aura besoin de 2, un à droite et un à gauche. On les nomme AC Input et AC Output. Pour information, si un jour vous cherchez un composant particulier, vous pouvez aussi aller sur la page d'accueil de EasyEDA, cliquer sur Explorer, taper ce que vous recherchez et choisir Libraries pour trouver le composant recherché. On a besoin d'un mini interrupteur comme celui-là. On va copier tout simplement le nom eBay de l'article et on le recherche dans Libraries. On copie son nom, puis Entrée. Le premier choix sous l'onglet User Contributed est le bon. On appuie sur le bouton Place, puis clic, puis ESC. Nommez-le avec le nom du produit eBay. Enfin, on a besoin de 2 résistances, une de 47 kΩ et une de 10 kΩ. De la même manière, Libraries, puis on tape Resistor 1 kg, puis Entrée. Et on place le premier choix sous l'onglet User Contributed. On nomme les résistances R1 47 kΩ et R2 10 kg au lieu de R1 et R2. Et CTRL ou commande plus S pour sauvegarder. Connectons le terminal bloc et le transformateur, broche par broche, en utilisant l'outil du Writing Tool. On connecte une des broches du deuxième terminal bloc, la plus basse par exemple, avec la broche la plus basse du deuxième terminal bloc. La broche restante, la plus haute, du deuxième terminal bloc ira vers la première sortie du courant alternatif du relais statique SSR. Et bien sûr, conformément à notre schéma de ma vidéo précédente, la deuxième sortie du relais ira avec la broche restante du premier terminal bloc. Jusqu'à là, si le relais reçoit une tension en entrée de 3.3 volts, il permettra de sortir le courant alternatif par le deuxième terminal bloc. Pour l'entrée positive du relais, on va la connecter avec la sortie positive de notre transformateur. Pour l'entrée négative du relais, on va l'alimenter par la broche ground de l'ESP8266 conditionnée par la broche GPIO 02 de l'ESP en utilisant un transistor NPN. On a oublié tout à l'heure d'ajouter ce transistor de N42A. On l'ajoute tout de suite avec la même méthode. Et broche négative du relais vers la broche du collector, c'est-à-dire la broche haute du transistor. Et la broche émetteur, la broche basse, du transistor vers le ground de l'ESP8266. Et enfin, conditionnement par la broche GPIO 02 en passant par la résistance 47 kΩ. N'oublions pas d'alimenter le ground de l'ESP8266, donc la broche de sortie négative du transformateur, vers le ground de l'ESP.
Comme expliqué dans la série vidéo précédente, on connecte le CHPD de l'ESP8266 avec le VCC. Et on place le condensateur 1000 microfarad entre le VCC et le ground de l'ESP. Et au lieu d'alimenter le VCC de l'ESP directement, on va se doter d'un petit contrôle via un mini interrupteur. Donc, la broche positive du transformateur ira vers la patte 2 du mini switch et le VCC vers la première patte du mini switch. N'oublions pas la résistance R2 de 10 kΩ entre le reset et le VCC de l'ESP. Notre schéma de circuit est maintenant fini. On va le convertir en une carte de circuit imprimée. N'oubliez pas de sauvegarder avec un appui sur la touche CTRL ou commande et la touche S en même temps. Cliquez sur Convert to PCB. Dans cette nouvelle fenêtre, faites attention à l'unité. Mettez-la à millimètres si elle ne l'est pas déjà. Avant de passer à la suite, examinons les distances des trous prévus pour souder notre transistor. On zoome fortement, on prend la distance entre les parois avec l'outil de distance. La distance entre les parois des trous n'est pas très grande, 0,5 mm. Et ça risque de nous poser problème si on n'est pas un pro de la soudure. On va donc devoir éloigner ça. Voici ma méthode pour modifier un composant existant. Croyez-moi, avec la version actuelle de EasyEDA, je n'ai pas trouvé autrement. On va donc chercher le composant comme si on l'ajoute pour la toute première fois. Donc allez dans Libraries, SCH Libs, pour rechercher un composant. On tape bien sûr 2N42A, puis Entrée. Rappelez-vous, on avait choisi le premier choix sous l'onglet LCSC. On clique dessus. On clique sur Edit. Sans modification, on appuie sur les touches CTRL et S ou Commande et S pour le sauvegarder. On lui donne le nom, par exemple de N42A, facile à souder, et on le sauvegarde. On ferme la fenêtre d'édition du composant. On revient dans Libraries et on tape 2N42A et on clique sur Chercher pour mettre à jour la recherche. On va dans la catégorie SCH Libs, sous-catégorie Personnel. On sélectionne notre composant fraîchement sauvé et on clique sur son image. On écarte les trous et CTRL S pour sauver sans changer de nom. Si au moment de la sauvegarde il y a une erreur qui indique que le nom existe déjà, allez dans le menu Libraries et tapez le nom incriminé. Dans PCB Libs, on efface cette ligne. Clic droit, Delete et OK. On revient vers notre fenêtre de composants et on sauvegarde. Une fois sauvegardé, on ferme ces fenêtres de composants. Enfin, pour insérer notre nouveau composant personnalisé, allez dans Libraries, SCH Libs et Personnel. Prendre notre composant personnalisé pour remplacer l'ancien. Et on sauvegarde notre schéma. On convertit le schéma vers une carte de circuit imprimé. Et là, on constate bien que notre transistor a bien les broches écartées, facilitant ainsi la soudure pour un débutant en soudure comme moi. Avant de placer les composants, assurez-vous que la taille du rectangle du milieu vous convient, avec l'outil des distances. Vous pouvez par exemple, avec l'outil de distance, tracer votre distance avec une ligne de distance dessinée avec l'outil,
Puis ajustez la taille du rectangle du milieu. Pour cela, cliquez sur un côté du rectangle, pas le milieu, et draguez-le à gauche ou à droite, en haut ou en bas, pour changer la taille. La taille de la carte imprimée est importante, car si on veut l'intégrer dans un objet existant ou un appareil comme une carte Raspberry Pi, il faut qu'on s'assure que la taille ne pose pas de problème. Exemple, cette dimension ne convient pas à une carte qui vient s'intégrer avec une carte Raspberry Pi. Mais pour nous, puisque nous avons créé l'objet de zéro, ça ne posera pas de problème. On place les composants un à un à l'endroit qu'on veut. Cliquez au milieu ou sur la barre d'un rectangle contenant le composant et draguez-le pour le déplacer. Au besoin, tournez-le avec la touche espace ou la touche R. Ajoutez un texte pour notre carte. Clic droit, attribut, et on change notre police de caractère. J'ai envie de tracer un rectangle pour l'ESP pour bien le situer dans la carte sans ambiguïté. On peut le faire qu'avec des lignes car avec la version actuelle de EasyEDA, les rectangles sont pleins. Attention, pour que les dessins apparaissent à l'impression, cliquez sur l'élément, exemple texte ou ligne, et à droite, on doit être sûr que Top Silk Layer est choisi. On remarque maintenant les couleurs de nos éléments passent du rouge au jaune, ce qui va garantir que ça va bien être imprimé par notre fabricant. On s'assure que tout est bien placé à notre convenance. Si vous voyez que les routes en bleu se croisent beaucoup au niveau d'un composant, par exemple le condensateur ou le transistor, n'hésitez pas à les tourner avec la touche R ou la barre d'espace. Allez, pour des questions pratiques, on va ajouter des trous d'attache ou d'écartement avec cet outil, comme pour les cartes comme Raspberry Pi. Pour le diamètre, essayons d'être standard, à ce qui se fait en général. On va prendre, comme la Raspberry Pi, un diamètre de 2,75 mm, ce qui va nous permettre de ne pas avoir du mal à l'attacher avec d'autres cartes et avec des vis facilement trouvables de type stand-off screw. On peut trouver ce type de vis pas cher, mais très pratique un peu partout. On fait donc les trous avec un diamètre de 2,75 mm et on les duplique dans les quatre coins de la carte à une distance équivalente au diamètre du trou. Pour cela, un copier-coller fera l'affaire. On s'assure de l'alignement vertical et horizontal des trous. Attention à l'emplacement des composants par rapport aux trous. Et on sauvegarde notre carte New PCB IUT par exemple. Une fois tout est bien placé et on est content de sa mise en forme, on va tracer les connexions entre composants sur notre PCB. On va choisir la génération de route automatique pour qu'on nous dessine les connexions facilement. On clique sur Autorouteur pour éviter de tout dessiner manuellement. Dans les options générales, la génération de connexions avec l'option Cloud de EasyEDA prend énormément de temps. On va l'arrêter. Je vous recommande d'opter pour une génération locale plus rapide. Cette option n'est pas activable pour le moment. Pour savoir comment l'activer, on clique sur le lien How to Enable. Comment l'activer? Et une nouvelle fenêtre explicative va nous détailler la démarche. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Par exemple, pour un ordinateur sous macOS, ça revient à télécharger et décompresser dans le dossier de votre choix EasyEDA router.zip. Et sous Firefox, tapez About .config.
et copier cette chaîne de caractères et la saisir dans la barre de recherche de Firefox. network.websocket.allow insecure from HTTPS. Et on double-clique pour la mettre à true. On revient pour copier l'autre chaîne de caractères, security.mixed, la coller et la mettre à true, c'est-à-dire l'activer si elle ne l'est pas. Il est recommandé de fermer et de réouvrir Firefox. Ensuite, on va ouvrir une fenêtre console ou de commande pour exécuter la commande shmax64.sh dans le dossier où vous avez téléchargé EasyEDA Router. Si tout va bien, le message autorouteur Now Running apparaît. On revient maintenant à l'interface EasyEDA. Dans le menu autorouteur, on choisit l'option locale pour une génération de connexion automatique et très rapide. Dans la fenêtre autorouteur, on va augmenter un peu l'épaisseur des connexions entre composants. Donc dans Track Width, on va doubler la valeur par défaut, la mettre à 0.3 par exemple. On va maintenant dans Router Layers, car je recommande une impression de notre carte sur une seule face, si notre circuit le permet bien sûr. Ceci va nous aider à mieux comprendre les connexions. On garde donc que Top Layer coché. Et on appuie sur Run. Là, je remarque une petite erreur. La borne positive du condensateur est branchée vers le ground de l'ESP, au lieu que ce soit vers le VCC. Oups! On va changer le sens du condensateur. 2 appuis sur la touche espace pour tourner et une nouvelle régénération de la carte et le travail est fait. Une génération d'une vue 3D de la carte va nous permettre d'avoir une idée du résultat et des fois corriger certaines erreurs. Une fois sur la nouvelle fenêtre, cliquez au milieu, ça va prendre quelques secondes pour apparaître. Vérifiez tous les textes et figures dans la vue 3D. Pour imprimer votre carte PCB, voici une des manières possibles en passant par EasyEDA. Vous pouvez bien sûr faire appel à d'autres fabricants de cartes. On va donc dans le menu d'aide, PCB fabrication, Order Price. On va tomber sur le site glcpcb.com où on peut se connecter avec notre compte. Je suis connecté. Pour passer commande, il me faut un fichier Gerber. Gerber étant un format standard pour la fabrication des circuits imprimés. Pour avoir ce fichier, revenons sur EasyEDA et la fenêtre de notre PCB. Menu Fichier, Generate Fabrication File. Un message nous rappelle de vérifier notre conception, DRC. Si on a tout vérifié, on clique Non pour générer le fichier Gerber. Puis sur Generate Gerber. On enregistre le fichier à l'endroit qu'on souhaite. On revient maintenant à la page déjà ouverte de GLCPCB. Et on téléverse notre fichier. On attend que l'upload du fichier soit fini et à la fin on aura un message Success. On peut voir les prix en haut à droite. On choisit le pays de destination et la monnaie. Les frais sont peu élevés pour la carte. 1,76 € pour 10 cartes, ce qui revient à 18 centimes la carte. Ce qui est dommage, c'est que les frais d'envoi sont quand même relativement chers. Attention, Total Price n'est pas vraiment le prix total, car il n'inclut pas les frais d'envoi. Notez que pour 5 ou 10 cartes, c'est exactement le même prix de fabrication. Et c'est exactement les mêmes frais d'envoi si on passe par DHL. Et presque les mêmes frais d'envoi si on passe par Postlink à 50 centimes près. Il vaut mieux donc demander 10 cartes. PCB quantity doit être donc à 10. Et on a d'autres paramètres qu'on peut changer comme la couleur, mais attention au prix, son épaisseur. Pour le reste, on laisse les paramètres comme ils le sont. Et on clique sur Save to Cart. Vérifiez votre commande.
et cliquez sur Check Securely. Attention, au moment de la commande, l'option Envoi par DHL revient. Corrigez votre choix. On va donc opter pour Postlink si on n'est pas pressé. Ça va faire au total 6,58 € pour 10 cartes, ce qui revient à 66 centimes la carte. Maintenant que la carte est prête, nous pouvons transformer et réduire notre objet connecté de ça à un modèle 3D qui englobera cette petite carte. Je vous propose que vous le fassiez par vous-même en vous inspirant du modèle 3D que j'ai déjà fait dans le tuto précédent. N'hésitez pas à me montrer le résultat dans les commentaires ou par email. On va tester rapidement notre carte. On insère notre ESP8266 programmé comme nous l'avions déjà fait dans ma série vidéo précédente Objets connectés de A à Z. On branche l'alimentation avec précaution. On allume la carte avec notre mini interrupteur et on va remarquer que notre réseau Wi-Fi est rapidement détectable. On s'y connecte. Et on teste la réaction de notre carte. Tout fonctionne à merveille, c'est chouette. Et on arrive à la fin de cette vidéo de vulgarisation. On sait maintenant comment concevoir et commander une carte de circuit imprimé professionnel pour nos petits projets autour des objets connectés. Ça nous ouvre pas mal de portes et va nous faciliter énormément la création de nouveaux objets connectés. Avant de se quitter, vous étiez nombreux à me demander le lien du code informatique que j'avais écrit pour l'ESP8266 version 01 dans ma précédente série vidéo intitulée Objets connectés de A à Z. Je vous remercie pour cet intérêt et voici le lien de ce code informatique. Pour finir cette vidéo, je vous présente cette mini box que j'ai conçue en utilisant une simple carte Raspberry Pi et un écran HDMI avec un code informatique évolué tolérant aux pannes. Cette box intègre déjà pas mal de fonctionnalités. Des capteurs comme des capteurs de son, température, luminosité et météo web, ainsi que des services de rappel d'événements importants basés sur la date pour l'utilisateur et l'intégration d'un environnement graphique tactile indépendant avec un aspect économie d'énergie de la box et l'utilisation d'algorithmes intelligents pour l'activation des actionneurs et l'autoréglage des seuils des capteurs. Pour la box, je me limiterai dans cette vidéo à cette courte démonstration. Mais je vous promets de dévoiler ces nombreux secrets dans de prochaines vidéos quand l'occasion se présente. Allez, à bientôt!